Bonsoir à tous, Madame, Messieurs. Nous sommes sous l'ombrage du premier arbre planté au Jardin botanique de Kinshasa. C'était en 1938 et sur ce lieu, nous recevons le ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Développement durable. Écran vert, le portrait. Natif de Mbujimayi le 4 août 1983, Atis Kabongo Kalonji est originaire du territoire de Katunda, secteur Baluba-Lubilanji, localité Bena Kabenda. Il est marié à la ravissante Elisabeth Kapinga. Sur le volet formation, il a fait ses études primaires au complexe scolaire Moulakom à Mbujimayi où il obtint son certificat d'études primaires. Son cursus va se poursuivre à Kinshasa, à l'Institut Mokengeli à Lemba, où il décrocha son diplôme d'État en latin philo. Il aura enfin son titre de licencié en sciences politiques à l'Université de Kinshasa. Mister Atis va approfondir ses connaissances à la faculté des lettres de l'Université pédagogique nationale, en gestion des associations et ONG, exécution, gestion des infrastructures rurales et communautaires. Agent électoral à la CEI, actuelle Commission électorale nationale indépendante. L'homme a assumé avec élégance et brio la fonction de conseiller chargé de recherche justement au ministère de la Recherche scientifique. Reconnu régulièrement pour ses distinctions positives, assistant parlementaire de 2012 à 2015, où il sera installé comme député national des dernières législatives. Actuellement à la tête du ministère de l'Environnement de le gouvernement Badibanga, Atis Kabongo Kalonji se montre plus que jamais engagé à répondre au-delà des attentes. Excellence, Monsieur le ministre, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. Alors je sais que les téléspectateurs ne me pardonneront pas si je commence par une autre question, si ce n'est que la question d'abord en rapport avec la lutte contre le changement climatique. Kinshasa a été frappé de plein fouet par des inondations qui donnent matière à réflexion par rapport à votre ministère en termes de définition de la politique nationale de lutte contre le changement climatique. Oui, merci pour la question, Madame Bibiche, comme vous venez de le dire. Vous-même, vous l'avez constaté. Tout le monde a constaté que ça fait un temps où la ville de Kinshasa est en train de subir toutes ces catastrophes naturelles qui marquent et donnent un signal pour que toute la conscience populaire puisse savoir que le problème du changement climatique représente actuellement une menace imminente, une vraie menace, irréversible d'ailleurs, contre non seulement la ville de Kinshasa, mais l'Afrique entière, même le monde entier. Voilà pourquoi nous sommes mis au travail rapidement en tant que gouvernement, en tant que ministère de l'Environnement, pour mettre en place les équipes des experts qui travaillent durement d'ailleurs, avec les moyens des bords bien sûr, mais pour essayer de vite comprendre d'abord qu'est-ce qui se passe et surtout proposer des pistes de solutions. Donc le ministère de l'Environnement n'est pas resté loin de ce problème, d'ailleurs c'est notre domaine, nous y travaillons chaque jour. Alors si à Kinshasa, ce sont les pluies diluviennes qui ont expliqué ces inondations enregistrées, qui se sont fait accompagner des pertes en vies humaines, à Boma, on a aussi vécu des inondations, mais ça s'explique autrement. Oui, effectivement, je tiens à vous informer que pour le cas Boma, le chef de l'État avait donné des instructions claires au chef du gouvernement et celui-ci nous avait dépêché, moi, le ministre de l'Environnement et mon collègue des Affaires sociales et celui de la Santé, vous vous rappelez, nous étions sur place pour d'abord l'assistance en vivres et autres biens auprès de sinistrés. Mais moi, j'étais plus accompagné d'une forte équipe des experts environnementaux. Nous avons travaillé, nous avons détecté que ce n'est pas seulement les pluies diluviennes qui ont provoqué ces catastrophes naturelles, mais c'était aussi lié à ce problème de dérèglement climatique, madame. Comme vous le savez, notre fleuve ne se jette pas dans l'océan. Notre fleuve se déverse dans l'océan. Alors ce déversement a connu un problème parce que lorsque le fleuve approche l'océan, il a un lit de 5 km. Mais en arrivant vers l'océan qui est plus puissant que le fleuve, oblige le fleuve de se rétrécir. Et le fleuve qui se rétrécit jusqu'à 2 km de lit connaît d'abord l'augmentation de sa vitesse de versement
Et comme il y a eu les eaux de l'océan qui ont augmenté le volume, l'océan a résisté pour permettre au fleuve d'entrer et le fleuve s'est répercuté sur ses affluents. Vous comprenez qu'en se répercutant sur ses affluents, le fleuve a donné encore plus de l'eau aux affluents. Et parmi ces affluents les plus primaires, il y a la rivière Kalamu qui jonche la ville de Boma, dont il y a un lotissement presque illégal tout autour de cette rivière. Et toute la population qui habitait le long de cette rivière a connu une catastrophe. C'était le 26 et le 27 de ce mois-là. Ils ont à 22 heures constaté l'entrée rapide des eaux qui ont monté jusqu'à 4 mètres de niveau. Et vers 2h, 3h du matin, l'océan qui a lâché, qui a accepté l'eau du fleuve, a repris ses eaux. Et ces eaux ont encore repris le chemin en vitesse. Et cela a fait qu'il y a eu les eaux qui ont emporté et les biens et les personnes humaines. Il y a eu vraiment des dégâts énormes en termes de matériel, en termes même de vies humaines. Il y a eu une quarantaine, cinquantaine de morts. Il y a même des disparus jusqu'à aujourd'hui. Donc je reviens à la question pour vous dire que le problème des inondations que notre pays est en train de connaître n'est pas nécessairement lié aux pluies diluviennes. Il y a un problème sérieux de dérèglement climatique. Alors il nous faut une bonne politique de la gestion de l'environnement. Nous sommes en train de mettre à pied de stratégies qui permettront à ce que la RDC puisse être consciente de sa situation, madame. C'est un peu ça. Il y a une autre question qui est également posée même sur réseaux sociaux. On nous parle de la ratification de l'accord de Paris. Nous savons que la RDC devait ratifier cet accord en décembre 2016. Et là, nous sommes en 2017. Nous sommes déjà au mois de février. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Oui, le problème de l'accord de Paris qui devrait être ratifié, il faudrait d'abord rappeler à notre peuple et à tout le monde que cet accord a été signé par le chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, que je rends un vibrant hommage. C'est sa signature qui a fait savoir au monde entier que la RDC a pris un engagement sérieux, comme tous les pays du monde, pour lutter contre le changement climatique. C'est-à-dire, la RDC est consciente de son rôle. Au-delà de la signature du chef de l'État, il faudrait la ratification, madame. Et comme vous savez, pour la ratification dans notre pays, ce sont des procédures qui sont un peu en train de retarder les choses au niveau local. Vous savez également qu'actuellement, c'est une urgence, la question de l'environnement. Oui, c'est une urgence, mais chaque pays a sa législation. Au moment où je vous parle, l'Assemblée nationale est en vacances parlementaires, madame. J'évite quand ma collègue de la France, Excellence Ségolène Royal, la présidente de COP, m'a saisi par écrit. J'ai vite saisi le chef du gouvernement, son Excellence Sami Badibanga, le Premier ministre, qui est lui-même aussi très conscient des enjeux qui sont de taille. Nous avons saisi l'Assemblée nationale qui est en vacances. Mais au moment où je vous parle, le dossier se trouve au niveau des commissions du gouvernement dont cette matière sera inscrite au Conseil de ministres prochain pour que ça soit traité, pour que lorsque les élus reprennent leur chemin de l'Assemblée nationale d'ici le 15 mars, je tiens à vous rassurer que ça sera inscrit à l'ordre du jour et la RDC va ratifier en bonne et due forme cet accord qui représente beaucoup pour nous. Nous sommes très conscients de cela. Les démarches sont en train d'être faites. Je tiens à rassurer la communauté nationale et la communauté internationale que le gouvernement de la République et toutes les institutions sont conscientes et en train d'y travailler parce que l'accord doit être ratifié le plus vite possible. Nous en sommes conscients. Le plus vite possible, on attend. Encore une autre question qui fait bouger l'actualité, c'est la suspension du fonds café tel que demandé par Greenpeace. Greenpeace est servi au fait de la violation du moratoire sous mandat Bopolo et aujourd'hui, cette ONG internationale va plus loin pour demander aux bailleurs de suspendre le fonds café. Vous êtes ministre de l'Environnement. Comment vous trouvez la conclusion faite par Greenpeace? Je salue les efforts que nos amis de Greenpeace ne cessent de fournir pour la protection des forêts dans le monde. C'est une démarche d'ailleurs salutaire que la RDC a toujours encouragée. Mais aller jusqu'à demander aux amis, aux partenaires de suspendre leur apport dans notre politique de gestion des forêts, je pense que ça ne valait pas la peine parce que la RDC ne préserve pas les forêts seulement parce qu'on nous amène des millions, madame. Ce n'est pas parce
on nous apporte de l'argent. C'est parce que la RDC est consciente des enjeux de taille qui nécessitent à ce que les forêts soient préservées. La RDC a pris des engagements sérieux pour lutter contre la déforestation et la dégradation de ces forêts parce que nous savons qu'actuellement, les forêts de la RDC constituent en quelque sorte une bombe atomique. Si ces forêts sont anéanties aujourd'hui, c'est le monde entier qui souffrira, y compris la RDC. Mais au-delà de ça, nous avons entrepris des démarches. Personnellement, j'ai saisi la présidence de la République, j'ai saisi la primature, j'ai diligenté déjà une équipe qui a constaté que les faits sont vrais. Et au moment où je vous parle, il y a un arrêté en gestation qui sera signé dans les toutes prochaines heures par moi-même, le ministre de l'Environnement. Cet arrêté porte annulation de tous ces contrats. Je dis bien l'annulation de tous ces contrats qui ont été signés d'une manière à concéder quelques concessions forestières à des tierces. Parce qu'il faut le rappeler qu'en 2002, le chef de l'État lui-même, conscient, seul devant sa conscience, a signé un moratoire interdisant formellement tout octroi de concessions forestières. Donc, mes prédécesseurs, que je respecte beaucoup, n'ont pas seulement dérangé nos partenaires, mais ils ont violé même un moratoire signé par le chef de l'État. Alors, la RDC ne peut pas accepter des choses comme ça. Moi, personnellement, je ne peux pas accepter des choses comme ça. C'est pourquoi j'ai vite mis mes équipes au travail. Et d'ici là, nous allons signer l'arrêté portant annulation de tous ces contrats. Je peux rassurer nos partenaires, je peux rassurer Greenpeace, qui peuvent être calmes. Le gouvernement de la République est très conscient. Les démarches sont entreprises pour mettre un peu de l'ordre dans ce secteur qui a tant souffert avec des pratiques illégales. Nous pouvons que dire merci pour ces assurances. Encore une autre question, on vous voit quand même bouger, vous représentez déjà la République démocratique du Congo sur le plan international en termes de discussions. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre de vos différentes participations? Où est-ce que vous avez été? Qu'est-ce qui a été dit et comment ça se fait au niveau de la RDC? Oui, bon, dans ce qui nous concerne, madame, vous savez, nous venons de prendre nos fonctions il y a de cela moins de 60 jours que nous sommes au gouvernement. Et la tâche qu'on nous a assignée, celle de gérer le secteur environnemental et surtout appuyer aussi le développement durable, nous a vite mis au travail. Nous étions il y a quelques jours en Afrique australe, plus précisément en Isoluni, en Swaziland, où nous avons rencontré tous les collègues ministres de l'environnement, conservation de la nature, ressources naturelles et développement durable, et quelques officiels qui font office de la sécurité. En Swaziland, c'était important que nous puissions nous rencontrer parce que notre espace de l'Afrique australe connaît beaucoup de problèmes. Nous avons beaucoup de ressources naturelles, mais en même temps, ces ressources naturelles sont en train de connaître une menace. La première menace, c'est d'abord notre démographie. Notre propre population de l'Afrique australe menace sérieusement les ressources naturelles qui sont importantes pour la préservation de nos espaces. Alors, nous avons mis en place une stratégie de pouvoir élaborer quelques résolutions qui vont nous permettre de lutter d'abord contre le braconnage, la tuerie exagérée des espèces protégées, des animaux. Et aussi, nous avons mis en place une stratégie de lutter contre la pêche illicite qui pose de grands problèmes aujourd'hui, surtout que notre gouvernement a maintenant un ministère de la pêche. Alors, il faudrait que ce secteur aussi soit boosté et surtout organisé. Alors, le ministère de l'Environnement ne pouvait pas être loin de cela. Et nous avons mis en place cette résolution, moyennant quelques amendements. La RDC était présente, dont moi-même le ministre de l'Environnement. Nous avons travaillé sérieusement avec les collègues de l'Afrique australe. Bientôt, là, vous verrez, la stratégie sera mise en place et sera appliquée partout, accompagnée même par un mécanisme de suivi, de coordination et même d'évaluation. Parce qu'il faut évaluer aussi le travail sur le terrain pour voir si ces stratégies seront appliquées réellement dans chaque pays, pour permettre à ce que notre espace soit géré concomitamment par tous les pays qui ont des réserves en ressources naturelles. La RDC est un pays riche en biodiversité. Découvrons ceci. Éco-découverte. En danger critique d'extinction, le crocodile à nuque cuirassée ou faux gaviel d'Afrique, unique représentant du genre Mecistops, est une espèce de crocodilien de la famille des Crocodilidae. Cette espèce se rencontre en Afrique centrale, une partie de l'Afrique de l'Ouest et au parc Salonga en RDC.
Le crocodile à nuque cuirassée a pour principale demeure des rivières bordées par une épaisse végétation. Néanmoins, certains rares individus ont été trouvés sur la côte maritime, ce qui indiquerait une légère tolérance à l'eau de mer. Ce crocodile mesure habituellement environ entre 2,5 et 4 mètres et pèse environ 200 kg et le plus grand observé mesurait 6 mètres et pesait 325 kg. Son régime alimentaire habituel est principalement constitué des poissons, de serpents, d'amphibiens ainsi que de crustacés. Du reste, les plus gros individus peuvent s'attaquer à des proies plus importantes. Ils vivent isolés sauf au moment de reproduction. Des études génétiques ont montré que cette espèce était très différente des autres membres de ce genre. On estime qu'il existe environ 50 000 individus, mais cette espèce demeure encore assez mal connue et des populations peuvent être ignorées. Le crocodile à nuque cuirassée qui souffre d'une chasse excessive ne semble pas en danger dans l'immédiat. Monsieur le ministre, encore une autre question. La conférence des partis, 23e édition, se tiendra à Bonn, en Allemagne. Est-ce qu'il y a déjà un cahier des charges que la RDC prépare déjà pour présenter à cette grand-messe climatique? Bien sûr, madame, je tiens à vous signaler ici que la RDC est l'un des pays les plus importants en matière de la gestion de l'environnement. Notre pays est le deuxième poumon en espace vert. Tous les pays du monde qui ont pris les engagements de lutter contre le changement climatique ont les yeux focalisés sur la République démocratique du Congo. Alors cela ne peut pas nous mettre dans une situation soit de distraction ou de ne pas être regardant. Le ministère de l'Environnement est en train de travailler laborieusement en préparant un cahier de charges très lourd d'ailleurs. Cette fois-ci, les choses seront un peu différentes. Nous voulons que cette fois-ci, la RDC puisse capter la finance climatique à tous les niveaux pour que nous puissions jouer réellement notre rôle dans le monde. Surtout qu'on a parlé d'une COP d'action, il n'y a pas d'action sans financement. Oui, c'est ça. En fait, la réalité est qu'aujourd'hui, nous avons des potentialités énormes environnementales et ces potentialités, nous-mêmes et le monde entier nous demandent la préservation. Ben, écoutez, nous pouvons préserver nos potentialités, bien sûr, pour sauver le monde. Mais nous avons besoin que tous ces pollueurs du monde négocient en toute responsabilité avec nous pour nous appuyer à nous développer. Voilà, nous avons besoin de développer notre habitat. Nous avons besoin de développer notre papeterie. Nous avons besoin de développer nos infrastructures. Alors, lorsqu'on ne touche pas aux forêts, lorsqu'on ne touche pas au pétrole, lorsqu'on ne touche pas à toutes ces ressources naturelles, alors nos amis doivent comprendre qu'ils doivent apporter une finance importante en République démocratique du Congo pour que non seulement les autorités du Congo, mais même les peuples autochtones, les peuples même propriétaires de cette terre, propriétaires de ces forêts-là, dont ces forêts sont liées à leur vie, doivent constater que nos amis qui ont demandé la préservation, les amis qui nous accompagnent dans la protection, nos amis qui nous accompagnent dans la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts, nous accompagnent d'une manière à nous permettre de nous développer dans notre milieu de vie. Donc nous sommes en train de nous organiser dans ce sens-là. Et voilà, nous prendrons un cahier des charges important pour montrer que cette fois-ci, avec les négociations du monde, nous devons mettre la RDC au chiquet international avec un rang important pour que notre peuple ne nous accuse pas de mettre beaucoup de moyens dans le changement climatique et que nous sommes en train d'appauvrir le peuple. Non, je vous rappelle la mission que le chef de l'État nous a donnée en tant que gouvernement. C'est d'abord organiser les élections, mais aussi améliorer les conditions de vie de nos citoyens. Ces conditions ne sont pas améliorées seulement dans la capitale à Kinshasa, non. Ce qui est plus important, c'est d'aller même au fin fond du village. Donc nous devons amener le débat sur l'environnement, le faire quitter les salons internationaux, mais le ramener dans des villages, en dessous des arbres, dans les coins et les recoins de la République, que chaque Congolais soit conscient que voilà, il faut ne pas couper l'arbre, mais il y a des moyens appropriés pour se développer, pour vivre. Voilà pourquoi cette fois-ci, la RDC va présenter un cahier de charges très lourd et très important qui va attirer la conscience de toute la communauté internationale. Excellence, Monsieur le Ministre, encore une autre question. Comment vous définissez vos priorités
Vous êtes à la tête d'un ministère avec beaucoup d'enjeux. Quelles sont vos urgences depuis que vous êtes là? Oui, les urgences que nous avons pour le moment, c'est d'abord présenter un plan, présenter une vraie ambition de la RDC en termes de gestion de son secteur environnemental. Nous sommes en train d'y travailler. Et deuxièmement, après cette présentation, c'est convaincre nos partenaires et tout le monde de pouvoir booster tous les domaines sectoriels de la vie des populations congolaises pour permettre à ce que ce peuple qui détient la bombe atomique que j'ai appelée la forêt, les forêts, puissent réellement contribuer à la protection de ces forêts et de toutes ces potentialités naturelles qui sont nécessaires pour la protection de l'écosystème. Donc, à notre niveau, je vous le répète que nous avons mis priorité comme priorité, présentation d'un vrai programme du gouvernement congolais en termes de gestion de l'environnement au niveau local et même international. Et entre-temps, booster tous les secteurs de la vie, entre autres le développement durable, c'est-à-dire l'agriculture, l'énergie renouvelable, même dans d'autres secteurs tels que la scolarité, la santé. Nous allons intervenir immédiatement pour permettre à notre peuple de comprendre que c'est important de protéger la nature. Alors, vous parlez de la conservation de nos forêts. Il y a également un marché qui a vu le jour, c'est le marché carbone. Qu'en est-il en RDC? Oui, le marché carbone, je tiens à vous signaler, madame, que notre pays est parmi, je peux dire même le premier à avoir présenté l'un des meilleurs programmes intégrés. Dans ce domaine, vous savez comment il y a un temps où nous avons un programme RED qui continue à avancer très bien. Dans quelques mois qui suivent, nous aurons à signer un contrat très important avec notre grand partenaire, la Banque mondiale, en termes de vente de crédit carbone. Donc, c'est en cours. C'est le plus grand marché qui arrive et la RDC sera au rendez-vous. Et vous verrez comment notre préservation, nos forêts que nous avons tant protégées, vont produire des ressources financières importantes et pour le budget de l'État et pour améliorer aussi d'autres secteurs de la vie des Congolais. Donc c'est un grand marché que vous venez d'évoquer. La RDC sera présente et nous serons tous au rendez-vous. Et d'ailleurs, il y a même des discussions en cours. Nous avons même évolué avec nos partenaires jusqu'à définir même les modalités. Nous avons même fixé des prix de vente de COD par tonne. Donc il y a des avancées énormes. La RDC est en train de travailler. Le gouvernement est au travail. Je peux vous rassurer que ce marché va être à notre rendez-vous et ça sera une victoire pour la République du Congo. Les initiatives vertes sont encouragées. On va prendre cette rubrique qui consacre ces quelques minutes à la promotion de ces différentes initiatives pour l'économie verte et une économie durable. Éco-créativité. Je travaille à Manga Florsal, le microclimat dû à la verdure, aux plantes qu'il y a, aux arbres, tout ce qui est naturel, et on vit vraiment dans un environnement très paisible, très net. Et pour conserver cela, nous évitons déjà de détruire les plantes, de couper les plantes, et lorsqu'on coupe, on doit être sûr qu'il y a déjà des plantes qu'on a déjà semées qui sont en train de pousser. Et on évite tout ce qui est chimique, les engrais, tout ça, on utilise tout ce qui est naturel pour maintenir l'environnement. Donc de temps en temps, quand il fait très chaud, nous on ne sent pas cette chaleur vu qu'on vit sous les arbres. Et il y a même certaines personnes qui viennent rester avec nous seulement pour vivre dans cette fraîcheur. Et ce côté naturel rend l'atmosphère plus saine et qui permet aussi aux autres d'en bénéficier, en tout cas ceux qui sont à côté de nous. Excellence, Monsieur le ministre, à vous entendre parler, jusqu'ici, il n'y a pas de blocage. Tout marche normalement, comme prévu. Oui, je peux dire oui, parce que jusque-là, nous continuons à travailler avec un grand espoir que nous allons arriver à nos fins. Mais nous sommes quand même des êtres humains. Nous savons que l'œuvre humaine peut toujours avoir des imperfections. C'est pourquoi nous donnons corps et âme pour que le travail qu'on nous a confié
puisse être faite dans les meilleures conditions et que les résultats soient palpables, madame. Donc, pour moi, jusque-là, ça va très bien et nous y croyons. Excellence, Monsieur le ministre, encore une autre question. Il y a les jeunes qui militent pour la désachétisation de la ville-province de Kinshasa. Il y a une pétition qui a été lancée en ligne et ils comptent également descendre dans les églises, dans les universités pour sensibiliser les gens et récolter un peu plus de signatures. Comment vous trouvez cette initiative? Oui, ça c'est une initiative salutaire, puis-je dire. Il faut encourager les jeunes qui font ça. Je l'ai dit ici précédemment que, madame, nous devons enlever les débats sur l'environnement, le débat sur la gestion de notre milieu dans des grands salons. Nous devons le ramener à tous les niveaux, dans les coins et recoins. Voilà, les jeunes comme ça, je les encourage, mais ils doivent le faire en respectant les lois de la République, en respectant les normes. Il appartient à tout Congolais de se manifester lorsqu'il y a un problème, par pétition telle que vous dites. Il y a l'Assemblée nationale, il y a le gouvernement, il y a des instances qu'il faut aller voir, s'adresser à elles. Et les démarches peuvent toujours donner un bon résultat. Je les encourage personnellement. J'ai suivi ça, mais ils n'ont pas encore saisi le ministère de l'Environnement national jusque-là. Nous pensons que nos jeunes finiront aussi par venir chez nous. Et ensemble, tous les Congolais sont déterminés. La conscience est là. Nous devons bien gérer notre milieu de vie. Les sachets posent problème, madame. Ces sachets dérangent la terre et la terre a beaucoup d'émissions dans tout ce qui concerne la gestion de l'environnement. Et si cette terre n'est plus capable même d'absorber l'eau, analyser des conséquences, elles seront énormes. Donc les jeunes sont très conscients. Je les encourage, moi-même, ministre de l'Environnement, je suis jeune et j'aimerais voulu qu'ils viennent aussi vers moi ensemble. Et moi et eux, nous pouvons mener des démarches ensemble. Certainement qu'ils viendront vers vous après avoir suivi l'émission parce que c'est un appel qui est lancé. Encore une autre question, comment vous gérez la gestion de l'environnement avec les ministres provinciaux? Oui, je l'ai dit précédemment encore une fois de plus que nous venons d'arriver au gouvernement. On n'a pas encore 60 jours, mais nous avons prévu une rencontre importante avec tous les responsables du secteur au niveau provincial. Parce que ce qui est plus important dans notre pays, c'est au niveau provincial, madame. Ce n'est même pas au niveau de la capitale. Alors, il y a un programme qui est en train d'être préparé où nous allons nous réunir, et le ministère de l'Environnement national et tous les ministères de l'environnement provinciaux qui seront là. Et nous allons vite ensemble, autour de quelques séances de travail, mettre en place un plan global de la gestion de l'environnement qui tiendra compte de toutes les réalités de chaque province. Je vous donne un exemple. Toutes les provinces de la RDC n'ont pas de même réalité, problème en termes de gestion de l'environnement. Le Kasaï, par exemple, qui a un climat tropical sec, dont la flore est une savane herbeuse, présente d'autres problèmes environnementaux, contrairement avec la Mongala, contrairement avec l'Équateur qui a des forêts existantes. Comprenez qu'il faut mettre tous ces gens ensemble pour que par des échanges, par de fructueux échanges, nous pouvons alors mettre en place des termes de référence importants pour nous permettre de bien comprendre d'abord nos vrais problèmes et mettre en place des stratégies qui vont nous conduire à les résoudre petit à petit bien sûr, mais sur un chemin balisé tout droit vers le résultat meilleur. Je termine par cette question. Comment entrevoyez-vous l'avenir de l'environnement congolais? Oui, personnellement, je suis un homme positif, madame. Si vous m'observez, vous comprendrez que moi, j'ai la détermination et je crois. Je crois en la vision du chef de l'État. Je crois à la guidance de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, que leur méthode de gérer le pays va nous pousser, nous, dans notre secteur, de bien travailler et de rendre ce secteur le secteur le plus important et de gérer notre environnement comme modèle, pourvu que si tout le reste des pays du monde suivait le modèle République démocratique du Congo, je pense que le changement climatique retrouvera une réponse importante. Excellence, Monsieur le Ministre, merci d'avoir disponibilisé de votre temps pour échanger avec nous. Ce n'est pas facile de vous avoir, vous avez également d'autres charges. Mais avant de partir, nous vous demanderons de nous laisser quelques mots par rapport à la planète, ce que vous pensez de la planète, qu'est-ce qu'il faut faire. Et on va partager le message avec les autres.
C'est moi qui vous remercie. Je suis prêt à laisser ces mots. Merci. Merci beaucoup. Mon idée pour la planète. Affaire à suivre. Ces images illustrent l'ampleur de la catastrophe qui s'est produite vendredi 6 janvier lors d'une grosse pluie qui s'est abattue à Kinshasa. Suite à la pression des eaux qui s'est revenue de l'université de Kinshasa, des parcelles et maisons entières ont été emportées. Une érosion qui continue son avancée menace de couper en deux l'avenue Kwango à quelques mètres de la paroisse Saint-Bernadette. Un danger permanent pour les habitants de ce coin de la capitale. Nous sommes dépêchés nous-mêmes, sous l'impulsion du Premier ministre, pour venir constater d'abord qu'est-ce qui se passe, pourquoi les érosions ne cessent que de multiplier.